tous. Merci beaucoup déjà pour l'introduction, c'était très intéressant. J'ai pu noter qu'on était dans les 3 petits points de suspension, les dentistes, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir. Non, mais c'était amusant en fait. Voilà, donc moi je vais vous parler du diabète et des maladies parodontales. Les dentistes, ils connaissent la parodontologie par cœur, mais vous peut-être un peu moins. Donc je me suis permis de vous expliquer ce que c'était en toute première partie. Puis après, on verra un peu les relations qu'il peut y avoir entre nos pathologies orales et le diabète, la prise en charge du patient diabétique et le fait surtout que ces soins spécifiques de la bouche sont pris en charge par la Sécu pour les patients et donc par les dentistes. Et donc c'est quelque chose de très important. Donc les dentistes m'en voulaient pas, mais je me concentre un peu pour tout le monde. Les maladies parodontales, c'est les maladies qui vont toucher tous les systèmes d'attache de la dent dans la bouche. Donc l'os, la gencive et le système qui lie la dent à cet os et à cette gencive. Il y a différents types de maladies, il y a une classification qui est reconnue au niveau mondial. Et nous, on s'intéresse avant tout aux maladies qui vont être les maladies d'origine bactérienne. Il y a un déséquilibre entre la charge bactérienne et la façon dont le corps et l'inflammation cohabitent avec ces bactéries, avec des phases très précoces qui sont la gingivite, qui sont une maladie où il y a une inflammation de gencive mais pas destruction des tissus de soutien, ou la parodontite lorsqu'il va y avoir la destruction des tissus de soutien de la dent. Et donc du coup, il va y avoir une dent qui va devenir mobile, qui risque de tomber alors qu'elle était présente et peut-être non cariée, alors que ces dents, elles sont quand même importantes, notamment pour la mastication et l'équilibre et le bien-être alimentaire du patient, et vont être importantes chez un patient diabétique. Donc c'est vraiment une maladie de l'attache, et ça peut donner ce type de bouche, qui est très caractéristique pour nous, et qui a amené à beaucoup d'études pour comprendre comment les patients pouvaient développer ces maladies. Et il est ressorti notamment que les patients diabétiques avaient plus de prévalence de ces maladies et que même la parodontite avait été décrite comme la 6e pathologie la plus fréquente chez les patients diabétiques. Et bon, pour autant, dans la population générale, on sait qu'il y a beaucoup de patients qui sont atteints. Les patients adultes, alors il y a des formes plus ou moins évoluées de la maladie, mais on peut dire qu'environ un adulte sur 2 va être concerné par cette maladie. Et dans les formes très avancées, c'est-à-dire avec beaucoup de destruction qui concerne beaucoup de dents, donc généralisé sévère, ça peut être un patient sur 5 adultes chez nous. Et ces pathologies, elles vont avoir beaucoup de conséquences au niveau général, parce que, outre là les désordres esthétiques, le fait que les dents bougent, donc on ne peut pas bien mâcher, elles peuvent tomber, et quand elles sont tombées, on a plus de mal à les remplacer, parce que celles qui restent, elles ne sont pas assez stables. Ça va être également une source d'inflammation au niveau du corps, et donc ça va favoriser en fait la diffusion de bactéries et de molécules inflammatoires dans le corps. Et du coup, c'est considéré comme un cofacteur petit mais présent dans la durée chez les patients de beaucoup de maladies systémiques. Donc là, il y a toute une liste qui peut être mise, que ce soit des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires chroniques, les cancers, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies gastro-intestinales, neurologiques et autres. Et c'est vraiment le fait qu'au niveau de la gencive, on va avoir une porte d'entrée avec un épithélium qui est ulcéré, qui est abîmé, en fait, qui est ici, qui va permettre aux bactéries de rentrer à l'intérieur du corps et qui va permettre également de déclencher une inflammation. Et cette inflammation va bien entendu se drainer au niveau systémique. Et quand un patient a cette petite plaie sur une dent et qu'il l'a sur tout le tour de la dent, sur toutes les dents, ça a été estimé à une surface qui fait la paume d'une main. Donc en fait, c'est une bouche qui présente une plaie chronique chez les patients. Puisque la maladie, elle va se développer avec l'âge, elle va être bien diagnostiquée à partir de 40 ans, mais dans des formes, on va dire en épidémiologie, mais pour les patients dans la pratique courante, ça peut passer assez inaperçu. Et donc une exposition comme ça pendant des années va avoir ces conséquences d'augmenter le risque d'autres maladies par ces diffusions de bactéries et d'inflammation. Et donc du coup, pour revenir en arrière, on a une classification, peu importe, entre guillemets, il y a des stades, plus on va être avancé, plus la maladie est sévère, et des critères qui nous indiquent le risque de progression. Et pour nous, le diabète est un facteur qu'on recherche systématiquement chez tous les patients, puisque ça veut dire que si le patient est diabétique, combien même le diabète est équilibré, il est déjà considéré comme un risque de progression modéré, et s'il est sévère, si le diabète n'est pas équilibré, avec la barre de 7%, pour nous, c'est qu'il a un risque de progression rapide de la maladie s'il n'est pas traité. Et s'il est traité, on peut arriver à le stabiliser au niveau buccal, mais on verra quelles sont les conséquences au niveau général.
Donc le diabète et les maladies parodontales. Le diabète, lorsqu'il n'est pas équilibré, qu'il y a trop de sucre dans le sang, donc il y a une hyperglycémie chronique, ce qui va arriver chez tous les patients qui ne sont pas diagnostiqués notamment. Ça va avoir beaucoup de conséquences en bouche, pas que ces parodontites. Il va y avoir de la xérostomie qui va augmenter le risque de carie, des affections neurosensorielles avec des problèmes de goût, des douleurs au niveau de la bouche, des risques de candidose majorée, donc des caries qui sont majorées, et puis ces maladies de gencives. Donc il y a quand même un besoin bucco-dentaire chez les patients, indépendamment même du lien pur de la parodontite, qui suffit à se dire que le patient doit être adressé chez un dentiste. De plus, il y a quand même pas mal d'études depuis maintenant vraiment de nombreuses années qui nous montrent qu'un diabète augmente le risque d'incidence ou de progression de la parodontite de 86%, avec des parodontites qui seront beaucoup plus sévères, donc plus d'attache qui est détruite des dents plus rapidement mobiles à risque d'être perdues, et avec une évolution plus rapide. Ce qui fait que nos patients diabétiques non équilibrés, puis même ceux qui sont maintenant équilibrés mais qui ont eu toute une époque non équilibrée, présentent généralement plus de dents absentes que les patients de la population générale. On sait que c'est dépendant de l'état d'équilibre du diabète, on le voit ici dans cette étude. Par exemple, le risque qui va être plus important lorsque le diabète n'est vraiment pas bien équilibré, une hémoglobine glycée supérieure à 9% par rapport à un diabète qui est mieux équilibré. Et ça, c'est vrai quelle que soit l'étiologie du diabète, en fait. C'est le fait surtout d'avoir une hyperglycémie qui modifie la réponse immunitaire du patient et qui fait qu'il va être exposé. Le truc, c'est que généralement, les patients qui sont diabétiques de type 1 sont souvent beaucoup mieux diagnostiqués plus précocement et ont souvent, il nous semble à nous, mais peut-être qu'on se trompe et vous pourrez nous dire, une meilleure capacité à être éduqués à vivre avec le diabète et donc peut-être justement un meilleur contrôle de glycémie que des personnes qui vont être diabétiques plus tard avec un ensemble de cofacteurs de risque comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Donc on sait qu'un diabète non contrôlé, voilà, il y a beaucoup d'éléments. On a tout un élément de physiopathologie par l'hyperglycémie, par les modifications de tout ce qui est lipides également, de tout ce qui est modification de la flore bactérienne. La flore qui est présente au niveau des dents, elle est présente sur ses dents parce qu'elle se dépose, mais elle va se déposer également sous les gencives. Et celle qui se sélectionne sous les gencives, elle s'y sélectionne parce qu'il y a une inflammation qui lui permet de se nourrir. Et donc quand il y a beaucoup de sucre, je ne dis pas que les bactéries aiment le sucre, Jean-Pierre Attal va arriver, je ne sais pas, mais toujours est-il que la réponse immunitaire est favorable pour ça. Et donc ça explique les liens avec la parodontite. Donc le risque d'être atteint d'une parodontite est d'autant plus sévère que l'hémoglobine glycée est élevée et les diabétiques sont plus susceptibles de développer des parodontites. De plus, quand on a une parodontite, est-ce que ça pourrait favoriser le passage par exemple du prédiabétique au diabétique ou éventuellement une résistance à l'insuline qui favorise déjà l'état du prédiabète? Et ça aussi, il y a quand même pas mal de littérature parce que ça vient de revues systématiques avec des méta-analyses où ce risque existe. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir. Et l'autre truc, c'est qu'également avoir une parodontite chez un patient qui est diabétique va augmenter tous les risques de comorbidité. Avoir des influences en augmentant les risques de rétinopathie, de neuropathie, de maladies cardiovasculaires, de néphropathie, toutes les complications chez la sage-femme, chez la femme enceinte pour une diabétique de type 2 non équilibrée. Ça, je ne sais pas si ça a été étudié. Par contre, le lien entre parodontite et grossesse, c'est quelque chose qui est déjà ancré dans la littérature. Donc on a également des liens physiopathologiques qui expliquent tous ces éléments. Par contre, ce que nous, on tient à dire également, c'est que les patients, s'ils viennent nous voir, quel que soit l'équilibre du diabète, on pourra les prendre en charge. Et qu'un patient qui est pas équilibré, on aura peut-être plus de mal à obtenir des résultats cliniques, mais on peut avoir des résultats cliniques, et que ces résultats cliniques dans la bouche peuvent s'accompagner des résultats cliniques importants en termes de contrôle de la glycémie. Et ça peut être un des cofacteurs supplémentaires par rapport à la chute de poids, par rapport à la reprise de l'activité physique, de récupérer une alimentation équilibrée, d'avoir également un traitement parodontal qui calme l'inflammation. Et les études nous montrent qu'on peut avoir des réductions entre 0,27 à 0,48%, voire jusqu'à 0,6% en fonction des études. Donc effectivement, ce n'est jamais des éléments très gros, très importants par rapport aux effets des médicaments que vous citiez, mais c'est vrai que quand on ajoute tous ces éléments, on peut espérer que ça contribue à la réduction du diabète, à l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques. Alors ça, c'est plus pour nous, mais ce petit arbre décisionnel qui avait été repris dans un document de vulgarisation avait surtout cet intérêt de dire que parfois, le praticien va également pouvoir dépister des diabètes en fait, auprès de populations qui consulteront et qui vont présenter des maladies parodontales très sévères
avec peut-être un certain nombre de facteurs de risque associés, le surpoids, le stress, le tabac, une sédentarité, un âge, le fait d'avoir une famille avec quelqu'un qui est soi-même diabétique. Enfin, on est amené régulièrement à poser ces questions aux patients et parfois, même, on conseille effectivement de faire le fine risk. Je tenais juste à dire que ce support, on l'a notamment fait, là je l'ai un petit peu réduit, mais parce qu'au niveau de notre société, dont je fais partie, la Société française de Paro, on a une soirée comme ça qui tourne dans toutes les régions de France sur cette thématique-là pour insister pour que les Paro prennent bien en charge les diabétiques et on dit vraiment que de faire le fine risk, dont vous parliez tout à l'heure. Donc, je pense qu'on va converger, mais ça peut être vraiment très important. Et donc pour nous, les critères d'appel au dépistage, ça va vraiment être l'association de l'inflammation parodontale disproportionnée, les lésions atypiques de la muqueuse, peut-être les candidoses, associées à un phénotype qu'on peut avoir. Et Dieu sait si on voit des patients qui sont en hypercholestérolémie, hyperdyslipidémie, avec déjà pas mal de traitements, qui vont avoir des parodontoses très sévères, où finalement ça nous arrive très souvent de faire une glycémie à jeun pour voir ce qu'il en est en fait. Et enfin, tout ça, ça a tellement montré ses preuves que ça fait maintenant quelques années que la Sécurité sociale a justement établi que pour le patient diabétique avec ALD 0,8, il y avait une prise en charge avec des codes que moi je ne connais absolument pas par cœur, c'est pour ça qu'ils sont écrits, mais la prise en charge du traitement parodontal et du bilan parodontal reproductible dans le temps, qui vraiment dans cette idée de concourir dans cet aspect pluridisciplinaire à la prise en charge du diabète et réduire les conséquences pour le patient. Donc voici un certain nombre de messages qu'on a vus, mais voilà, je trouve ça très bien qu'on soit là tous ensemble ce soir parce que ça va nous permettre d'avoir un regard encore plus global de notre patient et de mieux pouvoir nous adresser les patients les uns les autres. Juste des petits éléments pour les gens qui voudraient parler aux patients de parodontologie, enfin de ces éléments-là. En tout cas, notre société elle a fait un site pour les patients qui se posent des questions. Donc ça peut être des fois bien parce que les patients ils se disent est-ce que c'est normal d'avoir la gencive qui saigne, etc. Donc ça a été vraiment vulgarisé pour eux. On avait fait un livret avec la Fédération française des diabétiques, fait par la Fédération française des diabétiques et revu par des nutritionnistes, des dentistes et des endocrinologues pour vraiment expliquer ce que c'est diabète et santé bucco-dentaire. Et puis sur notre site, on a aussi beaucoup de documents qui ont été traduits, qui sont des infographies qui viennent de la Fédération européenne de parodontologie, qui sont justement faits pour bien résumer toutes les informations sur le site de la SFPO. Je vous invite à aller les voir si vous voulez. Voilà, il y a beaucoup de documents qui existent. Voilà, pour continuer ce travail de collaboration tous ensemble. Voilà.